Bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 29. Moins il y en aura, mieux ce sera. Nous venons de l'apprendre, le premier décès aujourd'hui d'un résident monégasque. Il s'agit d'un homme de 72 ans. Cela porte le total des décès liés au Covid-19 au CHPG à 3 personnes. Une triste nouvelle, mais on entrevoit malgré tout la lumière au bout du tunnel, car nous avons également appris qu'aucune nouvelle contamination n'avait été signalée aujourd'hui. Pour le 3e jour consécutif, mieux encore, 6 personnes de plus ont été déclarées guéries. Au sommaire de votre émission ce soir, la réponse économique à cette crise, le fonds de garantie, les aides aux travailleurs indépendants, les aides aux entreprises, les loyers privés, le débat autour d'un plan de relance à la sortie. Alors que le 4e comité mixte de suivi entre le gouvernement et le Conseil national s'est tenu dans l'après-midi, nous allons faire un débriefing complet avec le ministre des Finances, Jean Castellini, et avec le président de la Commission des Finances du Conseil national, Balthazar Sédou. Mais tout de suite, le point info avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony, je vous amène dans les rues de la Principauté pour une distribution de masques réutilisables du quartier des Moulins au marché de la Condamine, une initiative que l'on doit à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Ces bénévoles se sont rendus dans plusieurs commerces monégasques pour fournir des masques au personnel présent, mais aussi aux clients qui le souhaitaient et qui n'étaient pas équipés. Ces masques alternatifs sont fabriqués en tissu waterproof, lavable jusqu'à 40 fois. 5000 masques ont déjà été reçus. Une prochaine tournée aura lieu dans la semaine. Ils ont été distribués dans des pochettes comme celle-ci, plastifiées et faciles d'utilisation, comme on peut voir sur cette démonstration de Gareth Whitstock, le secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène. Et l'on vous rappelle que le port du masque ne se substitue pas au respect des règles de confinement et des gestes barrières. Autre sujet du jour, un nouvel événement qui vient s'ajouter à la liste des événements annulés ou reportés depuis quelques semaines. Les organisateurs du meeting international de natation Mare Nostrum, qui devait se tenir les 6 et 7 juin à Monaco, ont annoncé mercredi soir son annulation. Il en est de même pour les dates au Canet en Roussillon et à Barcelone. Le rendez-vous est donc donné pour 2021. En revanche, le jumping international de Monte-Carlo qui doit se dérouler fin juin, la fête de la danse début juillet ou encore le concert très attendu de Céline Dion prévu le 18 juillet ne se sont pas encore prononcés sur une possible annulation. Affaire à suivre. Merci Alexandra. Direction à présent le ministère d'État où nous retrouvons le conseiller ministre en charge de l'économie et des finances. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir Monsieur Nogues. Alors le gouvernement a pris sur le plan économique de nombreuses mesures ces dernières semaines pour faire face à cette crise sanitaire, cette crise économique. Et vous avez souhaité gagner en efficacité. Donc vous avez assoupli un certain nombre de mesures. Oui, parce que en définitive, et notamment dans la matière économique et financière, je crois qu'il ne faut pas avoir de dogme. Il faut savoir évoluer et être à l'écoute constamment. Et de toute façon, nous serons jugés sur nos résultats. Toute la difficulté a consisté à trouver cet équilibre délicat dans une économie comme celle de la Principauté de Monaco, entre d'un côté la redistribution, donc réinjecter de l'argent public pour soutenir les commerces, les entreprises, les travailleurs indépendants, les salariés, et de l'autre, ne pas mettre en péril notre modèle économique et social qui, avant tout, repose sur ce que j'appellerais nos fonds propres. Sur le fonds de garantie, vous avez abaissé le seuil pour lequel il fallait demander l'accord du fonds de garantie pour octroyer un crédit. C'est ça? Maintenant, ceux qui demandent un emprunt de 50 000 € ou qui veulent un découvert de moins de 50 000 €, l'établissement bancaire n'a pas besoin de demander votre accord. Voilà, c'est une formalité de moins, mais elle a son importance. En effet, des instructions ont été données dans ce sens cette semaine aux établissements bancaires. L'idée, c'est de faciliter l'injection de liquidités pour les plus petites sociétés. Nous avons aujourd'hui plusieurs centaines de dossiers qui ont fait l'objet d'une instruction par les banques. La grande majorité d'entre eux, ce sont des demandes de prêt-trésorerie ou d'autorisation de découvert, de prêts à taux bonifiés, pour moins de 50 000 €. Et donc, il nous semblait logique, pour faciliter le travail des uns et des autres, et surtout pour que les entreprises puissent très rapidement recevoir les fonds qu'elles ont demandés aux banques, qu'une fois leur travail
interne accompli, les banquiers puissent accorder le prêt et qu'ensuite ils informent bien évidemment le fonds de garantie à des fins statistiques. Vos services étaient surchargés, il y avait des lenteurs? Non, très sincèrement non, parce que les personnes en charge de l'instruction des dossiers se réunissent tous les jours. Donc tous les jours, il y a des dossiers qui leur sont fournis, qui leur sont soumis, pardon, et jusqu'à présent, ils arrivaient à répondre assez rapidement dans la journée ou le lendemain aux établissements de crédit. Mais on sentait monter à la fois une certaine inquiétude du terrain et, pour être franc, un nombre de demandes beaucoup plus important. Donc le risque d'engorgement était réel. Concernant les travailleurs indépendants, donc ils peuvent bénéficier d'un RME, un revenu minimum extraordinaire de 1 800 € par mois. Et pour en bénéficier, pareil, vous avez assoupli les conditions. Des échanges que nous avons eus en comité de suivi nous ont amené à considérer là encore que nous pouvions, sans que cela fasse peser un risque excessif sur les finances de l'État, abaisser les seuils d'éligibilité qui, je vous le rappelle, avaient été fixés à un minimum de 20 000 € par an de chiffre d'affaires ou de 5 000 € sur un trimestre, à respectivement 12 000 €, soit à peu près environ 1 000 € par mois, et 3 000 € sur le trimestre. Donc nous couvrirons davantage de personnes qui sont sans doute parmi les plus fragiles, les moins bien lotis, les moins bien soutenus, que sont les travailleurs indépendants dans tout type de profession. Jean Castellini, on avait eu dans cette émission le témoignage du gérant d'un bar qui lui disait que les travailleurs indépendants bénéficiaient de mesures, mais que les gérants de SARL, eux, ne bénéficiaient pas forcément de mesures. Aujourd'hui, c'est le cas. Là encore, suite à divers échanges avec le Conseil national, c'est cette direction-là qui est prise, de soutenir les petites sociétés et même de manière plus large, le tissu économique monégasque qui repose essentiellement sur les TPE, sur les sociétés de moins de 10 salariés. Je crois qu'elles représentent 85% du nombre total de sociétés. Alors dans un premier temps, et c'était en effet le cas de ce restaurateur que vous aviez interviewé, nous avions entendu déjà les remarques qui nous étaient faites et nous avions introduit, un peu sur le modèle du RME, une aide aux petites sociétés, une APS, qui était calée sur le même montant, de l'ordre de 1 800 € par mois, donc payée dès le mois d'avril et qui le sera également pour au moins le mois de mai, puisque tout laisse penser que, on l'a bien entendu, le confinement se poursuit également pendant une partie du mois de mai, et au-delà, si nécessaire, parce que l'activité économique, elle ne va pas repartir en flèche, ça se fera de manière graduelle. Donc peut-être également en fonction de ce qui sera observé au niveau de la reprise, eh bien, cette aide, elle sera fournie également en juin au titre de la fermeture partielle du mois de mai, dont elle est calculée sur 3 mois. Mais nous avons voulu l'étendre parce que 1 800 € et la réserver au SARL, ça ne me semblait pas, et ça ne nous a pas semblé justement, avec tous ceux qui ont réfléchi à la question, suffisant. Donc vous avez élargi aux autres types de sociétés? Voilà, des mesures qui regardent la réalité en face, qui consistent à dire il y a des sociétés qui ne sont pas très grandes, elles font moins d'1,5 million de chiffre d'affaires par an. Elles ont forcément, là encore, un nombre de salariés assez restreint. Elles ont une chute vertigineuse pour beaucoup d'entre eux de leur activité, et pour tous ceux qui auraient donc une baisse constatée de l'ordre de 50% par rapport à la période comparable l'an dernier, nous avons décidé d'élargir le dispositif parce qu'il sera adapté et proposé à tout type de société, y compris les SAM, y compris certaines SAM, parce qu'il y a aussi des SAM avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million d'euros. Il y a des SCS. Donc les critères, c'est ça, c'est chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million d'euros et une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% sur cette période de crise, c'est ça, d'accord ? Voilà, exactement. Ce qui compte, c'est combien vous gagnez, ou surtout en ce moment, combien vous ne gagnez pas en raison de fermeture administrative, en raison de la crise, et quelles sont vos charges fixes. Et pour couvrir donc tout ou partie de ces charges fixes, il y a évidemment d'un côté pour les salaires, le chômage total et temporaire renforcé, qui commence cette semaine à faire l'objet d'un versement aux entreprises.
Et puis, il y a donc cette aide de 5 000 € par mois pour 3 mois. Donc, ça sera 5 000 payés en avril, 5 000 en mai et 5 000 en juin pour donner un ballon d'oxygène à des sociétés qui également, par ailleurs, peuvent se rapprocher des établissements bancaires et se voir octroyer des prêts de trésorerie, des crédits. Les deux sont cumulables. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Les demandes se font sous quelle forme? Il faut présenter tout un dossier? Il ne faut pas présenter beaucoup de documents. On a décidé là aussi d'assouplir les procédures et essentiellement, ce qui sera demandé, ce sont des renseignements purement factuels, le nom de l'entreprise, le numéro de RCI, puisque l'idée c'est que toutes les entreprises qui sont inscrites au RCI soient éligibles, enfin la grande majorité d'entre elles, et également, sous contrainte donc de chiffre d'affaires, comme je l'ai mentionné, et également de déclarations sur l'honneur, concernant notamment et le chiffre d'affaires et la baisse d'activité, et pour ceux qui sont concernés, par exemple des déclarations de TVA. Nous avons également pris la décision de compléter le revenu minimum extraordinaire, donc de 1 800 €, qui reste versé sous la forme d'un revenu, d'un salaire, par une prime qui compense la différence entre 1 800 et 5 000 €, donc 3 200 €, également versée tous les mois pendant 3 mois, versée en avril, mai, juin, au titre de la chute ou de la disparition pour certains travailleurs indépendants de leur activité en mars, avril et mai. Parce que vous avez déjà, parmi les personnes qui travaillent en non personnel, vous avez aussi des sociétés en non personnel. Il n'y a pas que des travailleurs indépendants au sens où on pense à un artisan taxi, on pense à un coach, on pense à une esthéticienne, enfin bon, toutes ces professions-là, mais qui, à côté de leurs revenus, ont également des charges. Ils cotisent, ils investissent. Ils peuvent avoir, par exemple, pour les taxis, un emprunt pour l'acquisition d'un nouveau véhicule à rembourser. Jean Castellini, vous évoquiez les charges, donc il y a le CAMTI, CARTI, il y a les loyers, donc ceux qui ont des loyers dans les domaines, ils sont a priori à l'abri, mais ceux qui sont dans le secteur privé, qu'est-ce que vous faites pour les loyers dans le privé? Les propriétaires privés ont été, dans leur très grande majorité, sensibles aux arguments de leurs locataires, et notamment les plus petits, les plus fragiles, les commerçants. Ce que j'avais déjà évoqué, c'est que nous pouvons, et nous avons dans ce sens une proposition de loi qui a été votée au Conseil national il y a quelques jours, qui pourrait être transformée par le gouvernement en projet de loi et faire l'objet d'un vote. J'ai tendance à considérer que la raison devrait prévaloir, que dans une relation contractuelle entre un propriétaire et son locataire, notamment pour les plus faibles, pour ceux qui sont aidés directement par l'État à travers les dispositifs que j'ai évoqués, les propriétaires privés peuvent faire l'effort. Alors certains, ce sont des tout petits propriétaires, donc je conçois que pour eux aussi, ce ne soit pas une décision facile. Mais si nous nous retrouvions confrontés à des difficultés qui montreraient que l'effort national n'est pas largement partagé, une fois encore, ça n'est pas mon sentiment aujourd'hui, je pense qu'il est très largement partagé, mais si malgré tout, nous devions recourir à un texte législatif, bien évidemment, rien ne doit être exclu à ce stade. Ça peut paraître un petit peu dirigiste quand même d'adopter une loi pour contraindre des propriétaires privés de revoir leur loyer. Je pense une fois encore que personne n'y a intérêt. En effet, ça pourrait être perçu comme tel, et j'estime donc, je l'avais fait lors de la précédente interview que vous m'aviez accordée, faire appel au bon sens, au sens civique, au sens patriotique de tous. Et jusqu'ici, ça marche, et il y a des accords entre les propriétaires et les locataires, donc jusqu'ici, ça marche. Jusqu'ici, ça ne marche pas trop mal. Ça marche de mieux en mieux. Là encore, des améliorations sont perceptibles, mais tout est sur la table. Des économistes du FMI tablent sur une récession de l'ordre de 3% en 2020. Ce serait la pire récession depuis la Grande Dépression. Ce serait même pire que la crise financière d'il y a 10 ans. Comment est-ce que Monaco peut s'y retrouver dans un tel environnement économique? Est-ce que vous envisagez par exemple un plan Marshall à Monaco pour relancer l'économie? J'ai envie de vous dire,
parce que vous me connaissez un peu, je ne suis pas adepte des formules forcément un peu creuses, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on met dans l'acception Vous plan ne Marshall. recherchez pas les petites phrases. Voilà, les petites phrases, ça n'est pas ce pourquoi je suis en général connu et éventuellement apprécié. Non, le plan Marshall, c'est le projet de budget rectificatif auquel je faisais allusion. Parce que lorsque l'on met bout à bout les dépenses supplémentaires et les recettes en moins, on a un chiffre qui est pas loin, qui est légèrement inférieur, mais qui est pas loin aujourd'hui selon nos estimations les plus précises. Et donc, dans le cadre de la préparation de ce BR qui sera déposé au Conseil national d'ici la fin de BR, semaine, c'est le on budget parle de rectificatif. 500 millions d'euros. Je vous rappelle que 500 millions d'euros, c'est le tiers du budget de l'État monégasque. Cet argent, il sera à un moment ou à un autre prélevé, comme la Constitution nous y conduit, sur le fonds de réserve constitutionnel. Et comme son nom l'indique, c'est un fonds de réserve avec dedans des liquidités ou des sommes qui ont été placées sur les marchés. Le montant de ces liquidités et investissements sur les marchés, il est de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc 500 millions, c'est 20% des liquidités du fonds de réserve constitutionnel. Je ne connais pas de pays aujourd'hui qui met sur la table, là encore, le tiers de son budget ou 20% de ses réserves pour venir en aide aux acteurs économiques ou pour tout simplement dire la vérité, présenter la vérité des chiffres, parce que d'un côté, nous le savons, il faut dépenser plus, mais de l'autre, en effet, parce que la reprise, elle sera lente, parce que beaucoup d'entités en principauté font une grande partie de leur chiffre d'affaires sur les mois entre avril et septembre. Il n'y aura pas de Grand Prix cette année. Il n'y aura pas un certain nombre de grandes manifestations. La saison d'été, elle démarrera quand elle démarrera, mais ça sera forcément... Alors justement, elle démarrera quand? Parce que là, il y a un certain flou côté français sur la réouverture des restaurants et des hôtels. Est-ce que la SBM pourrait être autorisée à rouvrir ses établissements à partir du 4 mai? En ce qui me concerne, cela semblerait très prématuré. Je n'ai pas eu d'échange à ce sujet avec le président de la SBM ou ses équipes. Vous avez vu également qu'en France, la période de confinement dure désormais jusqu'au 11 mai. Il me semblerait difficile que des établissements hôteliers, des restaurants, des bars ouvrent dès le début du mois de mai de manière massive. Est-ce qu'il y aura un alignement par rapport à la France ou est-ce que Monaco pourrait entreprendre un déconfinement plus rapide? Je n'ai aucune information dans un sens quel qu'il soit à ce stade. Toutes ces hypothèses font l'objet de réflexions, bien évidemment, au sein du gouvernement, mais de manière très transversale. La relance de l'économie, elle m'est chère, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, je la souhaite la plus rapide et la plus forte possible. Mais ce qui compte avant tout, c'est la santé des populations et des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires. Et donc, il ne faut pas se hâter, il faut se coordonner. Et je pense que, justement, toutes les bonnes décisions dans ce sens seront prises, feront l'objet, comme elles l'ont été également cet après-midi, d'échanges avec les élus du Conseil national. Là encore, comme on le disait à une époque, il faut apprendre à marcher en marchant et pas se mettre à courir dans tous les sens de manière désordonnée. Merci beaucoup Jean Castellini, conseiller ministre en charge des finances et de l'économie, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Donc après la tenue de ce comité mixte entre le gouvernement et le Conseil national cet après-midi. À bientôt. Merci Monsieur Nogues. C'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, je commence ce point info pratique en m'adressant aux férus d'espace. La société Orbital Solutions, connue en principauté pour la fabrication du premier nanosatellite monégasque, a lancé depuis ce mercredi des webinars, comprenez des visioconférences à l'attention d'élèves et étudiants autour des nouvelles technologies. De quoi parfaire sa culture dans le domaine spatial. Prochain rendez-vous donc sur leur site internet le 17 avril à 17h. Et je voulais revenir à présent sur le sondage que nous avons lancé mardi sur le réseau Malitia. On vous demandait dans quel domaine vous avez pu vous améliorer durant ce confinement.
Aujourd'hui, à la mi-journée, vous avez répondu en majorité le temps en famille. C'est effectivement l'un des très bons côtés de ce confinement. La cuisine arrive juste derrière, sur la deuxième place du podium. On l'a remarqué sur les réseaux sociaux, chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à confectionner de bons petits plats. Il ne faudra pas perdre la main après le déconfinement. Et sur la troisième marche, nous avons les bons élèves qui ont répondu le télétravail. Ils arrivent quasiment à égalité avec ceux qui préfèrent regarder la télévision bien confortablement sur leur canapé. Vous êtes également une dizaine à avouer vous être mis au sport. Le rangement, par contre, n'a pas rencontré un franc succès. Je vous donne rendez-vous sur le groupe Facebook Réseau Malizia pour découvrir le nouveau sondage autour de vos programmes télé préférés. On vous y attend. Merci Alexandra. Nous traversons à présent la place de la Visitation, direction le Conseil national, où nous retrouvons dans l'hémicycle le président de la Commission des finances. Bonsoir Balthazar Sédou. Bonsoir Yann Anthony. Alors, vous avez entendu un peu plus tôt dans l'émission Jean Castellini, le conseiller ministre en charge des finances et de l'économie. Vous êtes en charge des finances également du côté du Conseil national. Jean Castellini qui dit « Nous serons jugés sur nos résultats à la fin ». Est-ce qu'à ce stade, vous considérez que les mesures gouvernementales, d'un point de vue économique, sont suffisantes? Est-ce que ces mesures sont à la hauteur? Alors, Yann Anthony, vous le savez, nous, depuis fin février, avec le Conseil national et sous la responsabilité du président, unis avec les trois partis politiques, nous sommes engagés à fond dans cette période et dans cette lutte contre le Covid, aussi bien sur la partie sanitaire, sociale et économique. Et moi, je vais me focaliser évidemment sur la partie économique. Depuis le début, nous avons fait des propositions pour être ce partenaire institutionnel, cette ressource institutionnelle avec le gouvernement. Ce comité mixte a été créé à l'initiative du souverain et nous avons eu déjà 4 réunions. Nous venons de terminer la 4e réunion. Donc aujourd'hui, nous avons acté des mesures concrètes, des mesures qui vont aider les entrepreneurs, les artisans, les employeurs, toutes les formes de société. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont suffisantes? En tout cas, aujourd'hui, elles vont donner de l'oxygène à toutes ces sociétés. C'est trop tôt pour vous dire si ces sociétés nous remercieront. Non, je pense que ça ne sera jamais assez, mais en tout cas, c'est un premier pas positif. Alors la question de savoir si elles vous remercieront, bon, ce n'est pas l'idée, mais ce qu'a dit clairement Jean Castellini, c'est qu'il fallait surtout venir en aide aux TPE, aux très petites entreprises qui constituent finalement l'essentiel du tissu économique de la principauté. Complètement. En fait, les mesures sont très pragmatiques. Nous avons une approche pragmatique au Conseil national et après tous ces échanges avec le gouvernement dans le cadre de ce comité, nous avons donc sorti 4 mesures très pertinentes et qui sont d'actualité. Les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui ont besoin qu'on les aide tout de suite, immédiatement. Le temps pour eux est très compté. Donc que ce soit pour le fonds de garantie, vous avez vu, monsieur le ministre des Finances a détaillé la mesure, c'est très bien, on a raccourci les process. Concernant les aides directes, depuis le début, vous savez que le Conseil national demande des aides directes. La partie garantie bancaire n'était pas suffisante et c'est vrai que le gouvernement au départ était un petit peu sur la réticence et après des discussions, des concertations, nous sommes arrivés à avoir ces aides directes, c'est-à-dire injecter de la liquidité. Et ces forfaits qu'a proposé en concertation avec le Conseil national, ces forfaits de 5 000 € sur 3 mois, vont être très utiles pour les sociétés. Donc ça, c'est sur des bonnes choses. Et en plus, sur des procédures qui vont être sur de la déclaration sur l'honneur. Donc avec des process qui vont être très rapides, très simplifiés et avec des sommes qui, je l'espère, vont être débloquées très vite. C'est vraiment, le temps est important pour ces sociétés qui, chaque jour, ne savent pas comment elles vont faire le lendemain. Donc il faut vraiment que les fonds soient débloqués au plus vite. Lorsque vous avez un loyer dans les domaines, vous savez que sur la plupart des locaux dans les domaines, appartements dans le public, ils sont exonérés. Et sur la partie dans les locaux privés, on en reviendra peut-être plus tard parce que nous avons fait une proposition de loi numéro 250 et j'aimerais bien qu'on puisse en échanger avec vous. Alors ce que dit Jean Castellini, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accord dans la plupart des cas entre les locataires et les propriétaires et qu'une loi pour encadrer le paiement ou le report ou voire l'annulation des loyers dans le privé ne s'impose pas.
Alors, c'est un sujet qui est très délicat et vous savez, le Conseil national a toujours une approche très réfléchie. Nous avons des juristes de très grande qualité. Ce que l'on s'est dit, c'est que dans cette période qui est extrêmement difficile, tout le monde met la main à la poche. L'État, vous l'avez vu, va dépenser 280 millions de dépenses. Les salariés acceptent de réduire, enfin en tout cas on leur impose en CTTR, donc d'avoir 80% de leur salaire, donc par rapport aux 100%. Donc il n'est pas aujourd'hui acceptable que les propriétaires ne puissent pas aussi contribuer à cet effort aujourd'hui qui est ponctuel, qui est exceptionnel. Donc nous sommes dit, donc nous avons une réflexion et de se dire, voilà, c'est 20%, la volonté c'est bien, mais avoir un cadre, c'est beaucoup mieux. Donc il faut absolument que le gouvernement revienne vers nous avec ce projet de loi, parce que vous ne pouvez pas laisser chacun des locataires à la merci d'un propriétaire qui, suivant sa bonne volonté, fera rien du tout, ou fera 20%, ou beaucoup plus. Il faut qu'il y ait une égalité au minimum d'avoir 20% ou plus, parce que certains propriétaires l'ont déjà fait et ont été beaucoup plus Alors Balthazar généreux. Seydoux, vous en tant que Conseil national, donc vous vous présentez, c'est le cas, en tant que ressource institutionnelle, parce que vous êtes en prise directe avec le terrain. Quels sont justement les retours, les remontées de la part des propriétaires? Parce que dans les propriétaires à Monaco, il n'y a pas que de grandes fortunes, il y a aussi de petits propriétaires qui dépendent de ces revenus pour vivre. Complètement. Sachez qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont fait déjà plus et nous les félicitons. La relation entre un propriétaire et son locataire, en général, c'est une relation de longue durée. Aujourd'hui, un propriétaire qui a un locataire depuis des années, dans la période dans laquelle on est, si ce locataire ne peut plus payer ses loyers, c'est très grave à la fois pour le locataire et demain, si le propriétaire doit trouver un nouveau locataire, ça ne sera pas forcément facile. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que voilà, tout le monde puisse participer à cette période. Si un petit propriétaire a un appartement, un local qui loue, et en effet, il s'avère qu'en ayant 50% tout de suite, une baisse de 20%, une exonération de 20% et un report de 30%, il ne s'en sort pas. Il pourra d'une part faire appel au fonds de garantie, donc faire un emprunt, ou se rapprocher du gouvernement. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a une taille qui permet de faire du cas par cas. C'est-à-dire que dans toutes ces mesures qu'on essaye avec le gouvernement d'apporter, d'être pragmatique, de dire on va faire tout ce qu'on peut pour éviter les faillites, pour laisser qui que ce soit sur le bord de la route. S'il y a des cas particuliers qui passent dans les mailles et qu'on a un petit propriétaire qui se dit moi, avec cette obligation de baisser 20%, je ne m'en sors pas, je suis sûr que le gouvernement le recevra et trouvera une solution pour pouvoir pallier ces 20%. Nous avons une approche humaine et le gouvernement l'a démontré. Et dans les dernières discussions que nous avons eues, ils sont tout à fait d'accord que lorsque les sociétés ou les cas particuliers ne rentrent pas dans des cases, de les recevoir et de voir avec eux ce qu'on peut faire. Il est de plus en plus question dans de nombreux pays européens autour de nous de plans Marshall, de plans de relance importants. Donc je sais que ça c'est un des points importants aux yeux du Conseil national, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie. Est-ce que vous êtes satisfait quand je pose la question à Jean Castellini d'un plan Marshall et qu'il me répond le plan Marshall, ce sera le budget rectificatif, étant donné qu'entre le manque à gagner, entre ce qui ne rentrera pas dans la caisse et ce qui sortira de la caisse à la sortie de cette crise, ça pourrait représenter jusqu'à 500 millions d'euros, c'est un tiers du budget de l'État. Eh bien, c'est ça notre plan Marshall. Est-ce que ça vous suffit? Nous sommes très conscients de la situation exceptionnelle et particulière que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons demandé des aides directes. Il faut injecter de la liquidité dans l'économie. Il faut que l'offre et la demande fonctionnent. Toutes les aides qui pour nous ne sont pas des aides directes à fond perdu, mais en fait ça représente des investissements. Plus ces investissements et ces aides publiques que fait le gouvernement aujourd'hui et que l'on fera peut-être un peu plus dans les jours ou semaines qui vont venir, vont aider à la reprise. Donc un plan, vous l'appellerez comme vous voulez, mais il va falloir en effet. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer, le gouvernement et le Conseil national, ensemble, nous sommes en train de maintenir l'activité, en tout cas, de matière que ces sociétés qui ont fait, je dirais, le modèle économique si envié de Monaco avec pas de dette,
fasse en sorte que l'on puisse, au moment de la sortie, continuer. Donc il faut que la commande publique, nous demandons, le Conseil national, unanimement, que la commande publique continue et qu'elle ne s'arrête pas. Parce que cette commande publique va être le leader et va permettre de redémarrer l'activité économique. Et ce que nous demandons aussi, c'est qu'il y ait une politique de la priorité nationale. Je l'entends, que demain, lorsque les choses vont redémarrer, nous souhaitons vraiment que les sociétés que l'on va approcher soient des sociétés sur le territoire monégasque. C'est très important. Et que ça soit pour la commande publique ou pour demain, lorsque les gens vont commencer à ressortir et faire leurs achats, il y a vraiment un enjeu où nous avons une fierté d'être à Monaco, d'être monégasque, d'être résident monégasque, et même pour les travailleurs, que tous ces gens puissent aller demain acheter dans les magasins à Monaco, et lorsqu'il y a des projets, des grands travaux, ces travaux puissent être faits par des sociétés basées à Monaco et par des sociétés monégasques. C'est très important. Merci beaucoup Balthazar Sédou, président de la Commission des finances du Conseil national, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était précieux de vous entendre après avoir entendu Jean Castellini. À bientôt. Merci beaucoup Yann Anthony. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. La battle des immeubles. Quel quartier de Monaco fera le plus de bruit en hommage au personnel soignant? Ce mercredi soir, nos équipes vous filmeront au Jardin Exotique à 20h. Attention, l'Escorial, les Ligures, le Patio Palace. Préparez vos chants, vos cris, vos encouragements, vos applaudissements évidemment, vos drapeaux, vos bannières. Les héros qui sauvent des vies comptent sur vous. Jeudi soir, toujours à 20h, nous serons devant la Tour Odéon et le Château Périgord qui fera le plus de bruit. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h, tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info. Julio, ils firent comme il avait dit, mais